Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Enquête sur un citoyen est peut-être le film le plus connu d'Elio Petri. En tout cas, c'est à partir de là que les gens ont commencé, enfin le grand public a commencé à mettre, on pourrait dire, un nom sur l'ensemble des films de ce cinéaste. Enquête sur un citoyen, ça ouvre pour Elio Petri, on pourrait dire ça. Peut-être sa période la plus connue, qui sont les années 70, puisque juste après, il va réaliser La classe ouvrière va au paradis, toujours avec Jamel Volonté, qui sera un peu son acteur fétiche. Ils vont faire 4 films. Enfin, Elio Petri a 2 acteurs fétiches. Le premier, c'est Salvo Randone. Je ne sais pas si c'est un acteur qui vous dit quelque chose, mais qui est un acteur prestigieux du cinéma, du théâtre italien et du cinéma italien des années 60. C'est un peu une star en Italie, Salvo Randone. Et Elio Petri va le faire tourner beaucoup dans les années 60. Et ensuite, il va croiser la route avec À chacun son dû en 67 de Jamel Volonté. Ils vont faire ensemble 4 films. Ils vont faire À chacun son dû, donc Enquête sur un citoyen, La classe ouvrière va au paradis, et le dernier, un film qui est très peu connu, qui date de 77, qui s'appelle Todo Modo, qui est une sorte de film à la fois sur la démocratie chrétienne et l'assassinat d'Aldo Moro, un film très très beau, magnifique, mais voilà, qui est très difficile aujourd'hui à trouver, il n'existe pas en DVD. On a du mal à le voir, mais espérons qu'il ressortira un jour. Alors, en 2 mots, je ne vous redirai pas ce soir tout ce que je vous ai déjà dit au moment, pour ceux qui étaient là, de la projection de Lucky Luciano, et en l'occurrence du contexte de l'Italie des années fin 60, début 70. Et la stratégie de la tension, les années de plomb, les brigades rouges. Je dirais 2-3 mots dessus, mais il est évident que le film que vous allez voir ce soir s'inscrit mais pleinement dans l'Italie, on pourrait dire pour le coup des années de plomb, de cette fin 60, début 70. D'ailleurs, c'est sans doute non seulement le film le plus célèbre d'Elio Petri, mais un des films les plus emblématiques de ce qu'on appelle le cinéma politique italien de l'époque. Enquête sur un citoyen, avec 1 ou 2 films de Francesco Rosi, c'est sans doute le film le plus emblématique de ça. Alors, je rappelle que le film a été tourné en 69. Et c'est intéressant de savoir qu'il a été tourné avant le fameux 12 décembre 69. Vous savez, le 12 décembre 69, c'est le moment de l'attentat, la Banque de Milan, la fameuse attentat de la Piazza Fontana, un moment généralement qu'on considère comme symbolique du point de vue de l'histoire de l'Italie de cette époque-là, puisqu'il va ouvrir ce qu'on appellera évidemment les années de plomb, 69. Donc le film, vous allez voir, a bizarrement la préscience de ça. C'est-à-dire qu'il est tourné avant, quelques mois avant ce qui va lancer les années de plomb, et pourtant tout ce qu'on va raconter sur l'Italie des années 70 semble déjà présent dans Enquête sur un citoyen. Alors, ça permet aussi de comprendre que, évidemment, comme toujours, il y a des dates symboles, et en même temps, l'Italie n'a pas changé radicalement de visage du 12 au 13 décembre 69. Ce qui veut dire que depuis un an et demi, il y a un climat politique et social en Italie qui va amener, évidemment, au début des années plomb, et le film enregistre et complètement contemporain de ça, si vous voulez. Et vous allez voir qu'à l'époque, on a presque l'impression, quand on voit ce film, qu'on a une illustration rigoureuse de ce qu'on appelait la stratégie de la tension. Vous avez déjà parlé à l'époque. Et pourtant, à l'époque, en 69, le terme n'est pas encore ni utilisé ni inventé. Donc c'est assez drôle de voir combien souvent les films importants captent l'air du temps, et disent des choses qui surgiront quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Alors, un tout petit mot évidemment sur Elio Petri, qui à la fois, comme toujours, on le met dans cette grande bande des cinéastes, à la Francesco Rosi, à la Damiano Damiani, c'est vrai que ces cinéastes ayant traité l'actualité, l'histoire contemporaine de l'Italie sous un angle très critique. Et chez Elio Petri, vous allez voir, c'est un angle presque grotesque, caricatural, ironique. On est vraiment dans une forme, vous allez voir, qui est très volontairement outrancière et outrée. Ça, c'est le Elio Petri, on pourrait dire, deuxième manière. Elio Petri, il est né en 1929, c'est un cinéaste qui est un cinéaste romain et qui est d'extraction ouvrière. Je dis ça parce que c'est pas si fréquent que ça. D'abord dans le monde des cinéastes, qui est un monde plutôt de bourgeois et de petits bourgeois, ou d'aristos dans le cas de Visconti. Lui, il vient vraiment d'un milieu ouvrier et il deviendra un membre du Parti communiste, deviendra un intellectuel, si vous voulez, mais il n'oubliera jamais cette origine sociale-là. Et d'ailleurs, il a réalisé en 62 son deuxième film, son premier film date de 61, ça s'appelle L'Assassin, avec Marcello Mastroianni et déjà Salvo Randone. Et 1 an plus tard, il réalise un film très très beau qui était ressorti en salle il y a un an et demi, qui s'appelle Les Jours comptés,
qui raconte l'histoire d'un plombier qui a une cinquantaine d'années et qui un matin prend le tramway et voit devant lui un homme qui a à peu près son âge succomber à sans doute une crise cardiaque. Et là, ça va totalement changer sa vision à la fois de la vie, du temps qui lui reste, les jours comptés, et il décide d'arrêter de travailler, hein, et de vivre la vie ou de rattraper le temps perdu. Voilà, évidemment, comme dans un film d'Elio Petri, les choses ne se passeront pas exactement comme ça. Et c'est assez passionnant parce que le père d'Elio Petri était plombier, et donc c'est un film quasi autobiographique, et il avait confié à Salvo Randone, cet acteur-là, finalement le soin de jouer presque le rôle de son propre père. Et vous allez voir que dans Enquête sur un citoyen, c'est pour ça que je vous parle de ce film-là, parce que chez Petri, c'est à la fois un commentaire évidemment de l'Italie de l'époque, c'est un cinéma qui formellement est toujours très intéressant, très éblouissant. Et d'ailleurs, beaucoup considèrent qu'à l'époque, Elio Petri était le plus grand technicien du cinéma italien. Et vous allez voir effectivement que d'un point de vue stylistique, c'est assez impressionnant. Mais c'est aussi très autobiographique, parce qu'on a souvent tendance à penser, quand on voit Enquête sur un citoyen, que c'est un film que d'autres auraient pu réaliser. Évidemment pas, tant du point de vue de la forme que du fond. Et il y a un personnage, je ne vous dis pas évidemment à quoi il va servir dans le film, mais qui apparaît, qui va devoir à un moment donné acheter des cravates, je vous dis que ça, et ce personnage est joué par Salvo Randone, et on va comprendre dans le film qu'il est plombier. Alors si on ne sait pas tout ça, évidemment ça n'a aucun écho, mais par contre ça renvoie évidemment au film que tournait quelques années plus tôt Elio Petri, et comme une sorte de retour de son père à l'intérieur de ce cinéma-là, et on verra pourquoi Petri a tenu à cette espèce d'élément autobiographique à l'intérieur du film. Bon, je ne vous en dis pas beaucoup plus, on reviendra après sur la carrière évidemment d'Elio Petri. Le film est aussi resté célèbre pour sa bande originale, qui est composée par Ennio Morricone. Et d'ailleurs, Ennio Morricone considérait que c'était avec Elio Petri, alors comme toujours, hein, c'est à prendre avec les pincettes qu'on veut, c'est avec Petri qu'il avait fait, selon lui, le travail le plus intéressant, en tout cas le plus audacieux. Hein, c'est drôle parce qu'il a composé pour tellement d'autres cinéastes, mais Morricone considérait que c'était vraiment avec Enquête sur un citoyen et La classe ouvrière va au paradis qu'il a fait ses partitions les plus intéressantes. Pas forcément les plus belles d'ailleurs, pas forcément les plus reconnaissables, mais les plus expérimentales si vous voulez, ce qui va évidemment très très bien avec ce film. Donc le film, vous allez le voir, est donc tourné en 69, sort en 70. On parlera après de la réception critique parce que ça a été évidemment houleux. Et il a eu l'Oscar du meilleur film étranger en 71. Voilà. Donc c'était bonne projection. Et puis on reparle de ce film qui, d'ailleurs, vous allez voir, est à la fois extrêmement lisible. C'est presque un film qui se passe de commentaires, et en même temps extrêmement ambigu. C'est ça que je trouve très beau dans Enquête sur un citoyen. Voilà, bonne projection, à tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup de choses à raconter sur ce film. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire au tout début, c'est que Mastroianni avait failli. Normalement, il était prévu que ce soit Matteo Mastroianni qui joue le rôle, en fait, du dottore, quoi, du chef de la section politique. Et finalement, c'est Jama Volonté qui va jouer le rôle. Mais à l'origine, ça devait être Mastroianni, parce que c'est un film qui s'inscrit aussi dans la carrière d'Elio Petri. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des rapports, notamment avec les acteurs qu'il a choisis, Salvo Randone. Bon. Mais en même temps, quand on parle de la carrière d'Elio Petri, on a souvent tendance à se dire qu'il y aurait deux périodes, si vous voulez, avant ce film-là, qui serait un Elio Petri beaucoup plus touché par le réalisme, d'une certaine façon. Et puis à partir de Enquête sur un citoyen, là on passerait dans une espèce de phase beaucoup plus grotesque, proche de la farce, de l'ironie, etc. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que, évidemment, ce film inaugure un nouveau style dans le cinéma d'Elio Petri. D'ailleurs, c'est un style très très affirmé, auquel on peut ne pas adhérer d'ailleurs. Hein. Quand on regarde le film, c'est très... dès le début, c'est extrêmement marqué. Il y a un goût à la fois pour le pop art, on y reviendra. Il y a une façon extrêmement marquée de montrer les différents univers, l'appartement du personnage principal, l'appartement de sa maîtresse, tous les locaux de la police. Il y a une utilisation très importante et permanente du gros plan, de la légère contre-plongée, ce qui fait qu'on a le sentiment que, évidemment, Jama Volonté est toujours une espèce de dictateur en puissance. Il y a souvent des plans qui déforment les visages. On n'est pas loin de Guignol, hein, si vous voulez. Hein. C'est important parce que ça fait partie du projet d'Elio Petri. Bon. Et en même temps,
Donc c'est à la fois, on pourrait dire, un nouveau style qui est en train de se mettre en place, et en même temps tout ce que raconte le film, c'est-à-dire en gros la façon dont un système broie un individu, hein, c'est quelque chose qui obsédait Elio Petri, quelque chose qu'on retrouve dans ses tout premiers films, et notamment dans son premier qui s'appelle L'Assassin, qui est un film absolument passionnant, qui raconte comment est-ce qu'un brocanteur, un petit antiquaire joué par Mastroianni, un jour doit répondre du meurtre de sa maîtresse. Alors c'est intéressant parce que c'est assez proche de ce film-là. Et il est, on pourrait dire, harcelé par un commissaire qui est joué par Salvo Randone, le fameux dont je vous parlais, celui qui joue l'homme aux cravates, là, qui à la fin ne veut même plus reconnaître l'homme et qui dit au secours, et qui s'enfuit des couloirs du commissariat. Et on voit. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans L'Assassin, qui est un film qui date du début des années 60, dont à la fois beaucoup plus empreint de néo-réalisme, c'est le moment Antonioni du cinéma italien, c'est le moment de l'avventura, donc on est encore dans ces espèces de travail sur le vide, la communicabilité, toutes ces choses-là, mais on a déjà une figure de la loi qui kafkaïenne, quoi, si vous voulez. C'est ça que je reviendrai sur la citation qui clôt évidemment le film. Donc c'est un thème qui hante toute l'œuvre d'Elio Petri, c'est pas quelque chose qu'il découvre avec Enquête sur un citoyen, évidemment. On retrouve déjà ça. Et je pense même d'ailleurs que le commissaire de L'Assassin est presque plus effrayant que Giamma Volonté, parce que dans L'Assassin, c'est un commissaire qui a l'air au contraire extrêmement paternaliste, très humain, un peu onctueux, et qui finalement fait des choses aussi horribles que lui. Alors que quand on voit Giamma Volonté, la façon dont Elio Petri le traite et tout le film, on peut évidemment considérer... Pour moi, ce film est une comédie. Si vous voulez, une comédie grinçante, qui fait rire jaune, mais c'est évidemment traité sur le mode de la comédie à l'italienne, quoi, si vous voulez. On sent que à la fois c'est un film politique, c'est un film engagé, mais on voit bien qu'on est dans un pays où la comédie à l'italienne, à la fois grinçante, par moments violente, par moments très très cruelle, est un des genres rois de l'époque. On le verra le mois prochain avec Une vie difficile de Dino Risi. Ce qui fait que le traitement, moi ce qui me passionne dans ce film, c'est que, souvenez-vous quand on a projeté Lucky Luciano, ou si vous regardez certains films de Francesco Rosi, par exemple, Salvatore Giuliano, des films Bamba sur la ville, des films comme ça, on voit bien que Elio Petri, lui, il part d'une idée, il veut faire en gros un film contre la police, contre le pouvoir, avec cette idée qu'au fond, ce qu'il raconte, c'est pas quelque chose qui est finalement spécifique à l'Italie, mais d'où la citation de fin, mais qui est universel. Il voulait vraiment que, en gros, cet homme qui incarne le pouvoir surpuissant, on puisse se retrouver, nous, en tant que spectateurs français, ou en tant que spectateurs américains, ou européens, ailleurs, etc. Bon. Ça c'est important parce que ça veut dire que Elio Petri ne choisit pas la voie de Francesco Rosi. Vous voyez comment Francesco Rosi aurait fait un film pour le coup beaucoup plus réaliste à partir de documents, aurait mené une enquête en mettant presque la dimension subjective presque à son niveau minimal, comme il le fait par exemple dans Bava sur la ville ou dans Salvatore Giuliano ou dans Lucky Luciano ou dans des films comme ça. On voit bien que au contraire, vous avez vu comment Giamma Volonté est chez Francesco Rosi et comment il est chez Elio Petri. Donc il aurait pu faire ça, Elio Petri, en essayant de se servir des faits et de faire un film à partir de choses objectives pour montrer finalement les dysfonctionnements ou les abus ou les limites d'un pouvoir. Elio Petri choisit une voie complètement inverse, dans laquelle au contraire il n'y a que des effets subjectivité, il n'y a que des effets extrêmement voyants, à la fois baroque, dans la mise en scène, dans la façon dont le personnage Giamma Volonté joue, on a l'impression encore une fois d'être au théâtre en permanence. Tout est surjoué, tout est presque poussé jusqu'à un effet caricatural, si vous voulez. Donc ça, c'est la stratégie d'Elio Petri, c'est de surtout pas. Il avait très très peur qu'en faisant un film réaliste, objectif, à hauteur d'homme, qu'on se dise oui mais finalement ça parle de quelque chose de particulier de l'Italie de la fin des années 60, mais ça ne concerne que ce moment-là. Lui il voulait faire quelque chose de beaucoup plus universel et emblématique sur la question du pouvoir, donc il caricature tout, ce qui fait que les personnages ils remplissent des fonctions dans le film. Il y a la maîtresse, l'étudiant anarchiste, le chef, le pauvre citoyen qui est arnaqué, le commissaire, etc. Vous voyez bien que la psychologie des personnages, si vous la cherchez, elle est relativement faible, voire quasi inexistante. C'est ça que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'au fond, ce sont presque des marionnettes.
Hein. Ce qui compte pour Elio Petri, c'est ce qu'ils incarnent. D'où le fait qu'on est devant un film qui n'est pas du tout un film réaliste, mais qui est devant un film totalement symbolique. Et ce qui intéresse Elio Petri, c'est sa démonstration en permanence. Hein. On voit bien qu'à chaque fois qu'on rentre dans une scène, on rentre dans quelque chose qui est, qui est du côté de la démonstration, extrêmement didactique. Il veut vraiment, on disait d'Elio Petri que c'est quelqu'un finalement qui utilisait les mêmes armes que ce qu'il voulait dénoncer. Autrement dit, stratégie d'agression et d'intimidation. Et je pense que c'est vraiment le style de ce film. C'est un film qui, et encore, il fera pire après, pire au sens strict du terme. La classe ouvrière va au paradis. Pour ceux qui l'ont vu, vous avez déjà vu ce film, hein. Cette fois, Elio Petri s'attaque au monde du travail, à la dimension aliénante du monde du travail et des usines. Et c'est un film qui est encore moins aimable que celui-là. Là, il y a encore quelque chose parce que il y a un travail sur le pop art, parce que les couleurs sont belles, parce que il y a quelque chose qui peut, sans être séduisant, en tout cas qui ne rebute pas totalement dans Enquête sur un citoyen, alors que dans La classe ouvrière va au paradis, c'est un film qui est fait pour vous agresser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de plaisir à le voir, on peut aimer le voir et réfléchir, mais c'est un film très agressif dès le début, avec Ennio Morricone compose même une bande originale qui ressemble à du martèlement, un truc bruitiste, même la bande son vous agresse, quoi. Et c'est ce que voulait Elio Petri. Donc on voit bien que ça, c'est un film qui n'est pas fait pour vous, qui ne met pas à l'aise Enquête sur un citoyen. Et je ne dis pas uniquement ça du point de vue de ce que ça raconte, parce qu'on peut dire la même chose, mais de façon plus apaisée. Les films de Francesco Rosi ne sont pas des films qui vous agressent, ce sont des films qui vous font réfléchir, hein, alors qu'Elio Petri, on a l'impression que chaque séquence est un coup de poing. Vous avez vu le côté extrêmement bavard de Jama à volonté. Dès qu'il se met à parler, il part dans des grandes diatribes. Il est toujours en train d'agresser l'autre. Il est incapable de s'adresser normalement à un personnage. Soit il l'humilie, hein, soit il le sadise, soit il l'agresse, soit il pleure. Mais c'est quand même un personnage assez fatigant, Jama à volonté. Il a adoré évidemment le rôle. D'autant plus que, et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément sur Jama à volonté, c'est que le père de Jama à volonté était un fasciste qui avait été écopé d'une peine de 30 ans de prison. Et quand Jama à volonté joue, évidemment, il tenait absolument à jouer ce rôle-là, parce que pour des raisons personnelles et intimes qu'on comprend, hein, il y avait aussi d'une certaine façon une façon de régler des comptes avec son propre père, quelque chose dont il a beaucoup souffert, hein, le passé fasciste de son père. Donc vous voyez bien que c'est un film qui est fait pour vous agresser, pour vous intimider, et au fond qui prend exactement la même forme, encore une fois, du pouvoir qu'il est en train de décrire. C'est pour ça que c'est toujours intéressant, parce que au même moment, il n'y a pas que le cinéma italien qui produit ce genre de film-là. On a parlé de Francesco Rosi, mais c'est un film qui est contemporain de Z, hein, de Costa Gavras par exemple. On voit qu'on est dans un moment où ce type de cinéma se fait énormément, mais c'est intéressant de comparer Costa Gavras ou les films que Costa Gavras fait à l'époque et ça. Vous voyez bien que chez Costa Gavras, il y a toujours le désir de prendre le point de vue finalement de l'innocent, de la victime. Hein, Yves Montand par exemple, ou je pense à L'Aveu, ou des films comme ça. C'est-à-dire que, ou alors Jack Lemmon dans Missing, ce film, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui parle du coup d'État au Chili en 1973. Bon, chez Costa Gavras, il y a toujours cette idée qu'on va on rentre à l'intérieur du film par le point de vue d'un homme ou d'une femme qui va en être victime. Hein, on rentre avec lui. Bon, chez Elio Petri, ce qui est à la fois plus, je dirais, plus courageux et moins aimable, c'est qu'il n'y a aucun personnage dans le film auquel on puisse s'identifier. Hein, quand on est là pendant 2 heures, à ne voir, bien sûr, on se dit qu'il y a Jama à volonté qui concentre toute l'horreur, hein, du système, et c'est lui d'ailleurs qui le théorise très très bien. Le grand discours d'investiture, vous avez vu, quand il s'adresse la première fois à sa bande de policiers, quand il dit cette phrase géniale, la répression c'est la civilisation. Hein, et qu'on le laisse aller, il suffit d'écrire le discours de Jama à volonté, tout le film évidemment est là, mais si on regarde le film, on se rend compte que tous les personnages sont antipathiques, y compris ceux qui courbent les chines, ceux qui restent aveugles, ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui acceptent de se faire humilier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul personnage dans le film auquel on puisse s'identifier. C'est-à-dire qu'on est face à une espèce de spectacle, hein, permanent, à la fois de la trahison, de la répression, du dysfonctionnement. Alors que chez Costa Gavras, de ce point de vue-là, c'est plus facile, parce qu'il colle notre point de vue à un personnage dont il nous fait croire qu'il nous ressemble, l'homme innocent, etc., etc. Alors qu'on voit bien qu'Elio Petri, cette idée de l'innocence, ça le fait beaucoup rire. Hein, c'est pour ça que Jama à volonté est un drôle de personnage dans le film, parce qu'il y a 2 façons de voir le film, où on se dit, il y a un fou là-dedans,
qui est le chef de la section politique, mais si on l'éradique, ça va revenir à un niveau à peu près correct, en tout cas dans la démocratie qui est décrite. Ou alors, cet homme-là n'est pas un fou, mais juste, on pourrait dire, l'emblème de tout le système. Hein. Et moi, je pense que c'est ça que Petri filme. Hein. Ils sont tous absolument atroces là-dedans. Évidemment, il y en a un qui théorise ça, qui a quelques problèmes liés à sa sexualité, à son enfance, etc. Bon. Mais au fond, Jarama à volonté n'est pas pire que les autres. Il ne fait que cristalliser quelque chose qui est totalement répandu. Hein. C'est pour ça que quand on compare avec le type de cinéma politique qui se fait à l'époque, ça c'est un film qui est très particulier, à mon avis, qui a pas vieilli et qui nous montre, si vous voulez, le spectacle hein, de ce qu'est, selon Petri, parce que c'est quelqu'un qui avait une haine absolue du pouvoir, mais de toutes les formes de pouvoir. Hein. Il parlerait aussi bien du pouvoir, de l'éducation, de l'industrie, de l'entreprise, politique, militaire, religieux, etc. Il avait une haine très profonde de la propriété, par exemple. Quand on voit ce film, c'est un film qui parle vraiment de ça. C'est quelqu'un qui avait une haine profonde du pouvoir. Et donc, Jarama à volonté là-dedans, en fait, c'est pas le bouc émissaire pratique, si vous voulez. C'est ça que j'aime. Hein, c'est qu'on se dit, bon, d'accord, il y a lui, mais à côté c'est aussi atroce que ça. Hein, si c'est qu'ils ils ont peut-être sans doute moins de panache, ils sont moins fatigants, ils sont moins théorisés, mais ils sont tout aussi négatifs que Jarama à volonté. Après, il y a quelque chose que je trouve assez beau dans le film, c'est que Elio Petri était un grand amateur de Brecht. Pour lui, c'était il lisait beaucoup Brecht. C'était un homme extrêmement cultivé, grand amateur à la fois de philosophe et amateur d'art. Et on le voit d'ailleurs dans son film. Hein. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui a un goût sûr, si on veut. Et donc, il considérait que pour lui, il y avait un danger au réalisme absolu, c'est-à-dire rester collé à la réalité. C'est qu'au fond, justement, au bout d'un moment, si on décrit la réalité à l'écran, alors j'essaie d'être un peu clair, telle que nous on l'aperçoit, au fond on ne verra pas forcément en quoi cette réalité-là, elle est déjà en soi scandaleuse. Il nous disait, il y a quelque chose qui est terrible avec le réalisme au cinéma, quand on fait des films d'aussi un peu réalistes, c'est qu'au fond, si on nous montrait là la police comme elle est vraiment, c'est-à-dire dans des vrais bureaux, dans des vrais locaux, parce que là on imagine que c'est une espèce de lieu où sont archivés hein, tous les dossiers, on se croirait pour le coup dans un roman de Kafka. On se dit que c'est pas exactement rangé comme ça, que c'est pas aussi labyrinthique, que c'est pas aussi froid, que tout n'est pas gris, etc. Mais il disait si au cinéma on filme la réalité comme elle est, au fond, on ne réveille pas le spectateur, parce que le spectateur, il va voir à l'écran quelque chose qu'il vit, et il est tellement habitué à vivre dans cette réalité, il est tellement anesthésié par elle, qu'au fond, il ne se rend même plus compte du côté scandaleux de cette réalité-là. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Finalement, il avait choisi cette espèce de distance. Alors, c'est pour ça que je parle de Brecht, parce que pour lui, c'était ce à quoi lui avait servi Brecht. Son idée à lui, c'était l'ironie, si vous voulez, constante dans Enquête sur un citoyen. Elle sert, pour Elio Petri, à ça. Elle sert à mettre toujours à distance la réalité, ce qui fait que tout est hyper réel, tout est caricatural, tout est poussé un peu plus loin. Hein. Mais évidemment, pour Petri, c'était une façon de nous dire, vous croyez que ce que je vous montre là est une version caricaturale de la réalité ? Oui, mais c'est en caricaturant la réalité que vous allez pouvoir la redécouvrir sous un jour nouveau et comprendre ce qu'elle est vraiment. Parce que si je vous montre la réalité telle qu'elle existe, telle que vous la pratiquez vous êtes tellement anesthésié qu'en fait vous ne comprendrez même pas l'horreur de cette réalité-là. Et donc l'ironie chez lui, elle est aussi importante pour cette raison-là. Hein. S'il avait filmé, on pourrait dire, un commissaire, ou le chef de la section politique, ou des commissaires, ou des citoyens, des gens normaux, on pourrait dire, tels qu'on les connaît, il perdait en puissance de dénonciation. Lui, ce qu'il voulait, c'était au contraire, comme si on remontait, vous savez, les couleurs hein, d'une séquence, d'un événement, et qu'en remontant le niveau des couleurs, d'un seul coup, on se met à les revoir. Et c'est ça l'idée d'Elio Petri. C'est pour ça que la caricature, il ne faut pas l'entendre dans le sens où finalement l'image dirait des choses qui ne sont pas présentes dans la réalité. La caricature, elle sert juste à anamorphoser quelque chose qui est déjà là. Hein, c'est pour ça que le fait de la déformation chez lui, elle est importante. Le face-à-face entre lorsque le commissaire, donc Ardac, hein, parce qu'on parlera après du rapport qu'il a avec le désir d'être pris ou pas pris. Et donc lorsqu'il harponne ce citoyen au Panthéon, qui est joué donc le Salvo Randonné, le fameux plombier, et lui dit voilà, achetez 23 ou 24 cravates bleues, etc. Ensuite le plombier
court à la préfecture de police et il le revoit dans les couloirs. Vous avez vu comment est filmé ce chant contre chant. Alors c'est très intéressant parce que ce que filme là Elio Petri dans cette séquence-là, c'est qu'une série de chants contre chants en gros plan. Hein. C'est que d'un côté, on a le visage de Jamaa à volonté qui est déformé par le plaisir sadique de dominer, et d'autre côté, en légère plongée, on a le petit citoyen qui tente de se défendre, qui sait qu'il ne peut pas dire qu'il est en train de le reconnaître, etc. Et ce qui est très beau là, c'est que évidemment, on n'est pas du côté réaliste. C'est une séquence évidemment totalement irréaliste. D'autres auraient filmé dans un on pourrait dire selon ça de chant contre chant plus large, dans une pièce, assis, respectant les règles, etc. Et le Petri va tout de suite au cœur de l'échange. Ce qu'il filme, on s'en fout de ce qui se raconte. Il filme le fait qu'il y en a un qui a le pouvoir hein, et l'autre qui l'a pas. Ce qui fait que dès qu'on rentre dans une discussion, hein, c'est un homme en gros qui va abuser de ce pouvoir face à un autre qui ne peut rien faire d'autre que de le subir. Et donc et ça c'est intéressant parce que vous allez dans n'importe quelle administration. Vous êtes confronté à des flics, vous êtes confronté à des gens de pouvoir, vous vous comportez exactement comme ça, au fond. C'est-à-dire que le résultat, c'est le même. C'est-à-dire comment est-ce que le pouvoir, effectivement, rend tout le monde au bout d'un moment coupable. Il le dit très très bien, Elio Petri, ça. Comment il fait de nous des enfants. J'aime ce moment où il dit à l'autre « mais je vais tout savoir de toi, hein, et à la fin, tu verras, tu seras forcément coupable de quelque chose ». Hein. Ça, c'est vraiment la façon dont il démonte le mécanisme du pouvoir. Vous êtes sur la route, vous êtes arrêté par la police, vous voyez bien que le rapport qui s'installe entre le flic qui arrive et vous, c'est déjà un rapport qui ressemble à ça. Et moi j'aime beaucoup dans la façon dont Petri met en évidence de façon totalement caricaturale, mais au fond ce qu'il filme là, c'est notre rapport au pouvoir, un rapport d'humiliation, douce ou pas, peu importe. Hein, cette idée qu'il y a effectivement une position supérieure de fait hein, du pouvoir sur celui qui est interrogé, etc., etc. Vous avez l'administration, vous avez besoin d'avoir vos allocations, je ne sais pas trop quoi. La personne qui est derrière le bureau, il y aura toujours, c'est pour ça que c'est bien d'avoir vu ce film, il y aura toujours un peu de Jamaa à volonté en elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous serez toujours un peu le plombier. Et ce que voulait Elio Petri, c'est que, non pas qu'on se dise, c'est un peu un lâche ce plombier, ou alors, Jamaa à volonté, c'est pas possible. Non, il voulait qu'en fait on se reconnaisse intégralement. C'est qu'au fond, effectivement, c'est poussé moins loin, mais la façon dont on se comporte, nous, à l'égard du pouvoir, exactement la même. Et je trouve que c'est un film, c'est un miroir déformant, si vous voulez, ce film-là. D'où sa violence, hein, et d'où aussi cette espèce de la fonction de l'ironie, à mon avis, dans le film, qui est extrêmement importante, quoi. Je pense que c'est vraiment un des objectifs, à mon avis, du film, quoi. Alors, après, il y a 2-3 petites choses que je voulais vous dire rapidement. Alors, moi, j'adore l'ouverture hein, du film, vous l'avez en tête, hein, avec le Jamaa à volonté qui attend, là, qui doit aller chez sa maîtresse. Et puis il est posté, je ne sais pas si vous avez vu, il est un petit peu de dos, il est face à la grille. Et puis c'est un peu comme il regarde vers l'immeuble où sa maîtresse l'attend. Il se retourne légèrement, hein, il avance, et là, la caméra le suit. Ça veut dire que dès le début, il y a Jamaa à volonté, c'est même l'homme, il a un tel ego, il a un tel désir, une telle conviction de sa propre puissance, qu'on a presque le sentiment que c'est même lui qui dit à la caméra quand est-ce qu'il doit avancer, quand est-ce qu'elle doit s'arrêter. Hein, la caméra au début elle se met en mouvement parce que Jamaa à volonté l'a bien voulu, il dit toi tu dois venir, et hop, et on s'approche de lui. Et là on arrive dans cette espèce d'appartement, et la séquence que vous voyez là, alors elle fera peut-être un peu plus écho avec un film qu'on verra dans 2 mois. C'est le moment où on attaquera la question du giallo dans le cinéma italien de l'époque, qui est aussi un des genres importants. Et c'est une séquence qui est, vous avez bien vu, en permanence aux frontières, on pourrait dire de l'onirique, du mental, etc. Ça, c'est quelque chose qui est typique du style d'Elio Petri, jusqu'à la fin d'ailleurs. C'est qu'il a toujours été il a à la fois touché par Kafka, il a adapté à une époque un roman de science-fiction qui s'appelait La 10e victime, qui était une sorte de film qui anticipait, une sorte de chasse du comte Zaroff qui anticipait la télé-réalité. Il a toujours aimé beaucoup les formes populaires, Elio Petri. C'est comme les grands Italiens qui connaissaient à la fois les grands auteurs et la culture populaire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque la maîtresse qui est jouée par Florina Bolkan, c'est une actrice pas forcément très connue, mais qui est surtout illustrée pour avoir joué dans les années 70 dans beaucoup de giallo, justement, ces romans criminels, à énigmes, à la fois oniriques, un peu érotiques, et notamment dans les films de Lucio Fulci. Elle a beaucoup joué là-dedans, Florina Bolkan, c'est une actrice d'origine brésilienne. Et la première fois qu'on la voit, elle est au lit avec une espèce de petit
d'un petit pulp, une espèce de petit roman jaune. Bon. Et ça, c'est une façon très directe, parce que ces romans-là sont des choses qui sont très connues en Italie, ce sont les éditions Mondadori qui ont publié ça dans les années 20, et ce qu'on appelle les giallo. Les giallo sont des romans à énigmes, et pourquoi on les appelle les giallo, pas parce que le tueur est toujours habillé en jaune, mais parce que les romans qui ont servi de base, on peut dire, à ce qui va devenir ensuite ce genre-là, avaient tous une couverture jaune. Hein. Et c'est une littérature de gare, si vous voulez, bon marché, hein, mais qui était fondée toujours sur le même type d'éléments, un tueur masqué, l'arme blanche, de belles femmes plantureuses, des couleurs, des décors baroques, un univers plutôt urbain, etc. Bon. Et lorsque la caméra nous montre la Florida Volcano au début, elle lit un giallo, façon pour Elio Petri de rappeler aussi l'origine, toujours être chez lui. Chez lui, c'est toujours le mélange de la culture haute et la culture basse. Hein. C'est ça que je trouve très très beau, en général dans le cinéma italien d'ailleurs. Pour moi, c'est ceux qui ont le mieux réussi cette espèce d'alliance et ce mariage-là. Et on le voit dès le début. Et toute la séquence d'ouverture, elle nous dit déjà beaucoup de choses. Hein, on voit à la fois, effectivement, sur le désir de cet homme d'aller s'encanailler auprès d'une maîtresse. On ne sait pas très bien, elle est un peu bobo, un bohème, prostituée, elle fait un peu tout à la fois. Et dans cette d'intérieur, d'univers extrêmement chargé, hein, fondé sur les faux semblants, les voiles, c'est très très beau. Et en même temps, tout ça est filmé de façon quasi onirique. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est un style qu'on ne retrouve plus du tout maintenant, mais un style typique des années 70, avec à la fois des zooms, des mouvements compliqués dans les appartements, une façon de couper dans le plan extrêmement bizarre. Et ce côté onirique fait qu'on est, à partir de là, on comprend, normalement, que du début à la fin, on sera dans un film qui est toujours à la fois, on pourrait dire, réaliste et mental. Hein, et on est dans les deux à la fois en permanence. Ce qui fait que là, ce qui permet de comprendre comment on va arriver à un moment à la séquence de fin, enfin à la double séquence de fin. Et d'ailleurs, la fin, ça serait intéressant de savoir ce que vous en pensez d'ailleurs, mais la fin, en fait, elle se joue deux fois. Il y a la première, et voilà, il décide de tout avouer, etc., etc. La réunion, d'ailleurs, vous avez vu hein, comment est-ce que Elio Petri filme la réunion de ses flics comme une réunion mafieuse. Il manque plus que le pas de pâte au milieu. Hein, c'est très très beau, ça c'est bon. Et ils arrivent tous, et ensuite on rebelote si on veut, et on a à nouveau cette même séquence, et on ne sait pas là-dedans quel est le rêve ou la réalité, et surtout on ne sait pas du tout comment ça va se terminer pour lui. Et c'est là que justement, en grand lecteur de Brecht et en amateur de fins vraiment ouvertes, parce que c'est pas tant une fin ouverte qu'une fin ambiguë, voilà. Et Elio Petri ne voulait pas dire comment se termine le film. Et objectivement, si vous regardez la fin du film, vous ne savez pas si l'homme va être arrêté ou pas, bon, s'il va s'en sortir ou pas, etc., etc. En même temps, comme il aimait bien que le spectateur, évidemment, fasse aussi un peu de travail, il ne voulait surtout pas qu'on lui mâche tout en permanence. C'est pour ça que c'est le concert de Costa Gavras, qui à la fin se terminait toujours par une théorie, par quelque chose sur lequel il n'y avait pas à discuter. Costa Gavras, c'est un cinéma plus militant qu'un cinéma, on pourrait dire, qu'un cinéma critique, comme l'est Elio Petri. À la fin du film, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tant que spectateur, moi, il me semble, peut-être que vous avez une vision différente, on sait très très bien ce qui va se passer. Donc, si on fait un peu le travail dans sa tête, la façon dont les rideaux hein, se referment hein, sur cette espèce de tombeau, hein, sur cet endroit, cet ensemble d'hommes qui ressemble à un truc mafieux, et avec aussi cette très belle idée, et ça, moi j'ai toujours aimé, pour moi, la fin d'Enquête sur un citoyen, elle est importante parce qu'elle fait que le film passe de très bons films à grands films. C'est qu'à la fin, lorsque le rideau tombe, on se dit, mais au fond, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que le rideau tombe à ce moment-là? Et moi, ma vision de ça, c'est cette idée au fond que le tombeau, évidemment, se referme, et surtout que la lumière retombe. Hein, autrement dit, le noir se fait sur un secret, qui est le secret de la justice, au fond, du pouvoir auquel on n'aura jamais accès. C'est-à-dire que le film ne cesse de nous dire en permanence voilà comment ça fonctionne, etc., etc. Puis à la fin, il nous dit mais au fond, on ne sait pas. On n'a pas accès à cet entre-là, hein, quand on va se décider ce qui va sortir de là. Même moi, cinéaste, je ne le comprends pas. Donc voilà, tout se referme, on rentre dans le noir et on reste sur une espèce de question. Mais en tant que spectateur, pourquoi est-ce qu'on sait quand même ce qui va se passer? On ne sait pas ce qui se dit, mais on sait que Jamais à volonté en sortira blanchi.
Hein. Pourquoi? Parce que non seulement on pourrait dire qu'il y a cette espèce de réunion qui est filmée comme cette de réunion à la fois un peu mafieuses, sont des dignitaires totalement immobiles, rigides, ils sont tous les mêmes, tous habillés en costard noir, ils ont tous les mêmes chaussures. J'aime beaucoup le moment où il dit mais oh, je l'ai aussi, bah oui, évidemment. Et surtout, ça renvoie à une séquence d'ouverture lorsque Jama Volonté vient de tuer Florinda Bolkan, je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'approche de la fenêtre et là il tombe sur l'étape de la loi, là. Vous avez vu? Hein, c'est une synagogue, et c'est important parce que c'est le moment où en fait toute l'idée du film, c'est que Jama Volonté, il se prend pour un surhomme parce que le pouvoir lui donne cette espèce on pourrait dire de pouvoir, de conscience là, et en même temps il est pris, me semble-t-il, tout ça quand on parle de schizophrénie, c'est pas exactement une schizophrénie, c'est un paradoxe dans le personnage de Jama Volonté, c'est qu'on se dit mais pourquoi il veut qu'on le dénonce, pourquoi il veut être reconnu, et en même temps pourquoi il fait tout ça. C'est qu'on peut dire que d'un côté, c'est l'homme qui incarne le pouvoir véritablement, donc la justice, donc il est normal qu'il veuille qu'on dénonce le criminel, ce qu'il est devenu, hein, donc de ce point de vue-là c'est logique, et en même temps, à cause de la distance que le film ne cesse de mettre avec, on pourrait dire, son personnage, hein, il a conscience qu'au fond, hein, c'est la dimension critique si on veut, étant critique à l'égard de ce pouvoir-là, il veut au contraire monter comme un paradoxe jusqu'au bout, qu'au fond il est absolument intouchable. Ce qui fait qu'on a un personnage qui veut deux choses à la fois, mais ces deux choses-là, elles ne sont pas contradictoires. L'homme de loi veut que le criminel soit évidemment condamné, mais l'homme critique, hein, qui incarne à ce moment-là Petri, veut qu'il ne soit pas, parce que ça montrerait justement l'impunité absolue du pouvoir. Donc la fin, on pourrait dire, elle filme, hein, c'est l'espèce de deux paradoxes-là, quoi, si vous voulez. Le personnage, il est pris entre ces deux désirs-là. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Et c'est ça que je trouve, à mon avis, très très beau dans le film, c'est que évidemment, c'est traité aussi sous la forme d'une comédie, parce qu'il faudrait que vous voyiez, il y a beaucoup de films à l'époque qui ont traité le rapport un peu étrange de la police à la fois à ses obligations aux autres. Je pense à un film qui s'appelle Le Commissaire avec Alberto Sordi. Bon, le personnage, au début, qu'est-ce qu'il fait? Il commet un crime, ce qui pour lui est une forme de défi. C'est un défi qu'il lance à sa fonction. Est-ce que je suis aussi puissant que ce que je pense être? Bon, tout meilleur des défis possibles, il tue quelqu'un. Cela dit, rappelons qu'il tue quelqu'un au moment où la femme lui dit « t'es vraiment un enfant hein ». C'est-à-dire que c'est le truc qui l'énerve, hein, c'est ça. Hein, t'es vraiment un enfant, etc. Ce qui est aussi une façon de dire, que je trouve très belle et très très juste, que dans l'hyper-pouvoir, il y a une part totalement enfantine. Hein, comme il nous dit, voilà, la folie du pouvoir, c'est quelque chose qui s'origine dans l'enfance. Il y a un côté voilà, c'est la dimension, évidemment, on pourrait dire animiste. On a presque le sentiment que son esprit, c'est le monde. Donc il faut être vraiment un gamin pour se comporter comme ça. Et il établit en permanence le lien de l'un à l'autre. Bon. Et ensuite, il va, souvenez-vous, il va s'amuser à commencer à mettre des indices énormes. Hein, ce qui fait que déjà, au fond, ce qui devrait nous énerver là, c'est à la fois l'homme qui vient de tuer, bien sûr, mais de se rendre compte qu'en dépit de tous les indices, la bande d'incapables qui est autour, non seulement au début, n'arrive pas à trouver le criminel, et lorsqu'elle pourrait avoir une piste, elle ne peut pas voir en face la réalité. Cette idée que le criminel, c'est lui. Hein. Et là, c'est pour ça que moi je pense que le plus horrible dans Enquête sur un citoyen, c'est pas Jama Volonté, hein, c'est toute la structure autour, qui s'aveugle collectivement. C'est pas possible que ce soit lui. Donc qui est prête finalement à refuser, hein, le crime, à la modifier pour ne pas accuser celui qui visiblement l'a fait. Hein, donc c'est pour ça que le film est très... Enfin, je pense que la première fois qu'on le voit, on se dit effectivement c'est Jama Volonté, le personnage qui est le plus odieux. Hein, et en même temps, quand on le revoit, je pense qu'il fait de plus en plus office de révélateur. Et moi je pense que c'est l'ensemble, hein, qui est autour qui est absolument terrifiant. Hein, si on veut. Et ça, je trouve que le film le montre très très bien, et il va toujours un peu plus loin dans le défi. Hein, Salvo Randonné, il lui parle, il met des lunettes de soleil, il se fait passer pour un impresario, mais évidemment, c'est des postiches ridicules, parce qu'on le voit absolument. Un peu plus loin, quand il va chercher l'étudiant anarchiste. Hein, alors ça aussi, c'est passionnant, parce que l'étudiant anarchiste, alors à ce moment-là, comprend que le pouvoir sur lui, c'est quoi? C'est pas de le dénoncer, c'est... L'information, c'est le pouvoir. C'est de garder le secret. Hein, c'est que ce pouvoir-là, maintenant, c'est celui-là. Si je te dénonce, je te fais plaisir. C'est parce qu'évidemment, il adorerait l'autre, la libération. Et donc, c'est très très beau, cette idée que on croirait naïvement qu'en dénonçant, il va battre
il va enfin réussir à mettre sous les verrous le commissaire. Et en même temps, l'autre comprend, parce qu'il est quand même plus malin, et c'est Petri qui comprend ça, que ce qui compte, c'est pas ça, c'est le pouvoir. Autrement dit, il faut garder ce savoir-là comme un secret qui pourra toujours peser, au même titre que les autres passent leur temps à écouter, etc. Donc c'est secret, information cachée contre secret, information cachée, quoi, si vous voulez. J'aime beaucoup cette fin. D'ailleurs, je vais oublier de vous dire, dans les critiques qui ont été formulées à l'époque sur le film, c'est qu'il y a évidemment d'un côté... tout a parlé, le magistrat, quand ils ont vu le film, tout ça, enfin, cette partie-là a été extrêmement, évidemment, choquée. Hein. Donc, je crois même que lors de la première projection à Milan, des magistrats ont demandé la destruction de la copie du film. Bon, tout simplement. Bon, ça, c'est évidemment pas fait. Mais l'extrême gauche n'aimait pas du tout le film non plus. Parce qu'ils considéraient, comme toujours, hein, que le film ne donnait pas une image, évidemment, très positive, hein, des anarchistes. Et il y a cette fameuse réplique, souvenez-vous, lorsque explosion, on les met en prison, et il y en a un qui dit mais ils sont 12, mais en 4 heures ils sont déjà balkanisés, ils ont déjà formé 4 groupes. Bon. Et l'extrême gauche en voulait beaucoup à Elio Petri, parce qu'Elio Petri a été un membre du Parti communiste, et il a quitté par la suite, mais a été toujours un compagnon de route de la gauche italienne. Et l'extrême gauche en voulait beaucoup à Elio Petri d'avoir donné cette espèce d'image, finalement, de groupes qui deviennent des groupuscules et qui n'arrivent absolument jamais à s'entendre. Et là, encore une fois, le film ne cherche jamais à être réaliste. C'est ça que moi je trouve évidemment très très beau. Pas du tout. On est dans la fable, dans la parabole, dans la métaphore, on est dans le conte de fées, si vous voulez, hein, dans Enquête sur un citoyen. Si ce n'est que, étrangement, tous les personnages ressemblent à des gens qu'on peut croiser tous les jours. Hein. Et pour moi, c'est un des films qui a le mieux... Il y a eu des séquences comme ça, je pense à une séquence dans I comme Icare, pour ceux qui s'en souviennent, d'Henri Verneuil, avec la fameuse expérience 1000 grammes, me semble-t-il. Vous savez, lorsqu'on dit à quelqu'un, tu envoies des électrochocs, c'est pas toi le responsable, mais etc. Bon, et on se rendait compte effectivement que dès lors que la personne se sentait, on pourrait dire, soulagée de la responsabilité, elle pouvait faire des trucs absolument atroces. Hein, je peux tuer quelqu'un, tu seras pas responsable. Mais vous voyez bien combien dans I comme Icare, cette séquence-là était filmée comme une expérience. Et on avait le sentiment que le côté expérimental, hein, au fond, ne nous touchait pas vraiment. On dit oui, effectivement, on comprend, etc. Ce que je trouve génial, moi, dans Enquête sur un citoyen, c'est que le film, à travers des figures extrêmement caricaturales, très très marquées, très hautes en couleurs, etc., il parle exactement du rapport constant qu'on a au pouvoir. Ça, je trouve ça, pour moi, c'est une des grandes réussites du film. Hein, être face au pouvoir, c'est un rapport d'humiliation, tout simplement. Hein, et ça, je pense que le film le montre, me semble-t-il, très très bien. Avec des phrases géniales, hein, sur la répression. La répression, c'est le vaccin. Et puis il va jusqu'à dire des choses absolument incroyables. Enfin bon. Et puis il y a aussi ce moment très très beau, lorsqu'il mélange tout. Hein, lorsqu'il dit y a des attaques de banque, il y a des malversations, il y a des homosexuels, il y a des anarchistes, d'un seul coup, hop, on voit bien la tentation, hein, du pouvoir qui est la disparition absolue de l'autre, quoi. Hein, c'est que tout est mis dans le même sac. Hein, c'est quelque chose d'assez beau, assez malin, quoi, dans le film. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'ils reviennent pour le condamner? Oui, mais c'est-à-dire que je pense qu'on peut tout imaginer. C'est-à-dire que pour moi, tout l'intérêt, je le disais tout à l'heure, de la fin, c'est qu'elle ne nous dit pas. Vous êtes libre. C'est-à-dire que la séquence d'avant, où il devient un petit gamin, c'est moi qui ai tué, etc., bon, c'est une séquence... Souvenez-vous, ça commence comment, cette séquence? Il est allongé sur le lit. Il se remonte, il se relève, pardon, et là, on a toute la séquence de l'arrivée de ses collègues, etc. Bon, fin de la séquence, à nouveau allongé sur le lit. Donc on a deux fois la même séquence, l'une est un rêve et l'autre est la réalité, ou vice-versa. Mais ce qui est intéressant, c'est que Elio Petri ne nous dit jamais comment ça se termine. C'est à nous en tant que spectateurs, de décider. Vous, par exemple, vous décidez quoi? À votre avis, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression que la première fois qu'ils viennent, ils sont en opposition avec lui, ils s'accusent et les autres disent non, tu ne peux pas nous prouver que tu es coupable, etc. Et après, ils partent. Et quand le groupe revient, lui, il se met une belle cravate et tout ça, il prend un air comme... Il prend pas un air d'accusé, s'il vous plaît, si vous voulez. Et les autres, je pense, l'accusent. Enfin bon...
Ouais, alors, non, mais après, si vous voulez, le problème c'est que, enfin, ou alors, dans la vie, on peut pas, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire, ça? Il n'y a pas deux séquences qu'on peut jouer comme ça. Donc elles n'ont pas le même niveau de réalité. Il y en a une qui est de l'ordre du fantasme ou du rêve, et l'autre de la réalité. Voire les deux, de l'ordre du fantasme ou du rêve. Il n'y a rien qui nous prouve, à la fin du film, que ce qu'on est en train de voir a vraiment eu lieu. Vous voyez, hein? Quand je dis c'est ouvert, ça veut dire que à vous, en tant que spectateur, alors si votre femme considère qu'il est fou, elle a tranché. Bon, oui, c'est bon. Mais si on considère que c'est pas lui qui est fou, hein, c'est juste le monde autour qui est fou. Mais lui, on pourrait presque dire que c'est celui qui symbolise cette folie-là du monde. Mais est-ce que vous trouvez qu'autour de lui, les gens sont plus normaux, plus recommandables? Il y a les super lâches, il y a les gens très onctueux, il y a les lèche-bottes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est atroce. Oui, oui. Donc c'est pour ça que c'est pas un fou au milieu d'un monde normal. Hein, c'est un fou qui nous dit, bah, finalement, le monde dans lequel on évolue, où on est, enfin ce monde, de ce rapport au pouvoir est fou, si vous voulez. Je pense que le personnage n'est pas fou en lui-même. Absolument rien de positif. Il y a rien de positif. Aucun individu n'est positif là-dedans. Ah, ça c'est vrai. Oui, mais alors, ce qui est positif, c'est votre regard à vous. Ça veut dire que il y en a quand même de temps en temps quelques-uns. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est positif, c'est votre regard. Ça veut dire qu'on s'en fout que dans un film quelqu'un soit positif. Il aura disparu quand le projecteur va s'arrêter. Ce que je trouve ça plus intéressant qu'en tant que spectateur, vous soyez fait cette remarque et vous voyez, vous sortiez un peu inquiet, pas dans une situation très confortable. C'est-à-dire qu'on a un peu honte quand on sort de là. Pourquoi? Pas parce qu'à cause de ce qu'a fait Jabba à volonté, me semble-t-il. On se dit, même au fond, ce que j'ai vu, c'est... Alors, je peux le mettre à distance en me disant, moi, ça ne me concerne pas. On peut se dire, bah, là, je sors dans la rue, je suis contrôlé par la police. En fait, je ne suis pas vraiment différent, quoi. Et ça, j'aime bien. Vous voyez? Donc, c'est positif. Vous voyez? C'est parce que ça, j'ai pu réagir... Vous avez parlé de la position d'infériorité. On le retrouve malheureusement quelquefois en face d'un médecin. Ouais. Bah oui, c'est pareil. Vous êtes assis, lui, quelquefois il est assis un peu plus haut, et bon... Vous commencez à trouver des... Voilà. Mais ce que traite le film, vous avez raison, mais ce que traite le film, c'est la question du pouvoir. Et il le dit sans arrêt. C'est pour ça qu'il voulait, quand je disais tout à l'heure qu'il ne voulait pas être trop réaliste, c'est qu'il ne voulait pas qu'on ait le sentiment que le film ne parle que de la question, en gros, de la police et de la répression et d'Italie de la fin des années 60. Le propos doit être beaucoup plus universel que ça. Et je pense que c'est vrai. Que ce que vous dites là, ça signifie bien que c'est la question du pouvoir qui est visée, et donc ça touche aussi bien le milieu médical, le milieu militaire, le milieu administratif, tout ce qu'on veut, évidemment. Hein, je pense que c'est ça qui est passionnant. On ne se dit pas, oulala, il n'y a que les commissaires ou les chefs de brigade ou sections politiques qui sont comme ça. Non, c'est dès lors qu'il y a quelqu'un qui est en position de pouvoir, avec la possibilité d'en abuser. C'est ça que quand vous dites il est fou, moi, voilà, alors, si j'étais un tout petit peu provocateur, je vous dirais que je pense que c'est le seul être normal du film, c'est lui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le seul qui à un moment donné se dit « mais en fait c'est pas normal tout le pouvoir que j'ai, donc je vais précipiter ça ». C'est le seul qui met en question ça, en commettant un crime. Évidemment il commet un crime, c'est pas formidable, d'accord, il y a peut-être d'autres moyens, mais bon, ça à portée de main, moi c'est radical, bon. Il commet un crime, ça veut dire quoi? C'est un éclair de conscience et de lucidité. Le fait qu'il se dit, en commettant un crime, et en mettant en place toute cette machinerie, je vais mettre à jour... Vous voyez ce que je veux dire? Je vais débusquer et montrer le fait que, au fond, ce pouvoir-là est totalement inattaquable. Donc l'éclair de lucidité, alors il est... Non, oui, mais formidable. C'est lui qui l'a. Vous voyez ce que je veux dire? Au fond, le seul qui, à un moment donné, fait trembler tout ça, ébranle cette espèce d'impunité, on pourrait dire éternelle, de l'importance des toits de la loi, cette façon dont il jette toujours la caméra remonte vers des choses qui sont plus du côté de l'humain. Hein. Il s'inscrit dans un truc éternel, il se prend pour la justice et la loi avec un grand L. Bon, et c'est le seul personnage qui, à un moment donné, va mettre ça en cause, en disant mais ça pose quand même un problème, c'est lui. En commettant un acte évidemment abominable, mais pour moi, le seul... L'éclat de lucidité dans le film, c'est lui qui l'a. Oui. À la fin du film, quand il rentre, je crois que c'est après la première séquence, il rentre de nouveau dans la chambre et il retrouve donc sa maîtresse qui lui dit « tu as fait un crime inutile, il ne te croit pas ». Ce qui montre qu'une sorte d'expérience
Et est-ce que je peux aller le plus loin possible? Et est-ce que vraiment, il est presque déçu, en fait, que son pari soit gagné? Il n'a pas pu précipiter le doute chez ses Oui, amis. bien, mais vous avez raison. Mais ce qui est compliqué, c'est que vous voyez bien que le personnage, il est quand même double. Alors, schizophrène, non, parce que c'est beaucoup trop fort, mais il est double. Il veut un truc et son contraire. C'est-à-dire que quand une partie de lui veut quelque chose, l'autre partie n'en veut pas. Donc, effectivement, lorsque sa maîtresse ressurgit dans le couloir, c'est assez beau. D'ailleurs, dit c'est un crime inutile. Effectivement, c'est ce qu'elle commente. Elle dit, mais au fond, tu n'arriveras jamais, non pas à prouver que c'est toi qui as tué, mais la question de la preuve, enfin, ce qu'elle lui dit, c'est assez beau à ce moment-là. Elle lui dit, la question de la preuve est moins importante que ta position, ce que tu incarnes. Au fond, c'est ça qui compte. Autrement dit, tu amèneras toutes les preuves que tu veux. C'est pas que tu ne pourras pas prouver, c'est que les autres ne peuvent pas entendre. Comme si à un moment donné, cette espèce de conflit, on pourrait dire entre la justice et cette espèce de loi, était beaucoup trop fort. Effectivement, il peut amener toutes les preuves qu'il veut. Les autres n'écouteront pas parce que ça remet en cause le système global. Donc, ils sont sourds, mais presque par statut. C'est ça qui est très très beau. C'est que lui, il arrive en disant, mais regardez, le fil, la cravate, la chaussure, etc. Sans comprendre, enfin, il y a une partie de lui ne comprend pas, l'autre le comprend très très bien, qu'au fond, on a quitté le domaine de la justice pour entrer dans quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, du privilège éternel, qui est terrifiant. C'est ça qui est intéressant. Oui. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que la plupart des fonctionnaires en Italie sont pour à 95% issus du sud de l'Italie. Non, mais je... non, oui. Je trouve d'ailleurs que le docteur, c'est un personnage qui est même très touchant parce qu'on a l'impression que ce pouvoir qu'il a réussi à avoir, finalement, il en souffre beaucoup. C'est-à-dire que à la fois c'est grisant d'avoir du pouvoir, mais qu'en même temps, il se regarde et il réalise que finalement, ça semble lourd à porter. Donc c'est dans ce sens-là qu'il essaye de le dénoncer. Alors par le crime, il aurait pu ne pas le faire aussi, apparemment. Bon, là, c'est un moyen, comme vous dites, qui n'est pas très propre de le faire, pour dénoncer. Et la fin, enfin, les deux fins sont intéressantes parce qu'effectivement, selon ce que nous, on imagine du pouvoir et de tout ce secret auquel on n'a jamais accès, que ce soit le pouvoir politique, médical, enfin peu importe, et on peut, selon ce qu'on imagine de ce pouvoir-là auquel on n'a pas accès, on fait des fins différentes. Ouais. Moi, je suis plutôt négative et très sombre là-dessus. Mais je pense qu'on le laissera tranquille parce que justement... Bon, mais d'ailleurs, c'est pour ça que le fait que le film s'ouvre sur une séquence d'ailleurs plutôt claire, voilà, on imagine qu'on est plutôt un dimanche, il est midi, 13h, et se termine dans cette espèce de tombeau un peu sombre. C'est là où le film est assez honnête. C'est que d'un seul coup, d'un côté, il nous dit, voilà, on va mettre à jour de façon théorique, ironique, tous les mécanismes du pouvoir, la folie, etc., etc. Et à la fin, Petri, qui n'est pas un démagogue, c'est au moins quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, il nous dit, mais au fond, il y a un secret, mais immuable, quelque chose auquel on n'aura jamais accès. Même moi, en tant qu'évidemment cinéaste, et le film se referme sur cette espèce de secret-là. Le film s'achève sur... finalement, on ne sait pas quoi. Je voulais juste dire aussi qu'il y avait quand même à la fin bouc émissaire qui est désigné. Parce que donc il dit, il y a quelqu'un qui sait qui va faire chanter, et on lui dit, il y a un compte à régler. Oui. Et donc, on sait bien que le jeune homme, le jeune anarchiste, va avoir des soucis. Oui, mais le jeune anarchiste, lui, il a une nouvelle carte dans ses mains, qui est justement l'information. Je ne suis pas sûre, vu la façon dont le clan prend en charge le compte à régler, c'est plus son compte à lui, c'est le compte du clan. Et je pense que ce qui est suggéré, c'est qu'il va avoir son compte réglé définitivement, d'une façon ou d'une autre. Oui. Il y a un monsieur là. Oui, bonsoir. Moi, j'ai eu l'impression de ne pas du tout comprendre le film, d'après ce que vous dites tous dessus. Je vais rebondir sur 2 points. Déjà, le personnage de Gian Maria Volonté, moi, j'ai eu l'impression qu'il était beaucoup plus lucide et beaucoup plus cynique, finalement. J'ai pas du tout l'impression qu'il commette un crime passionnel. J'ai l'impression qu'il fasse un test, une expérience, vraiment, de voir je déteste ce que je suis, finalement, et ce qu'ils sont. Et est-ce que, en mettant tous les indices contre moi, je vais réussir à les faire ouvrir les yeux.
Et j'ai eu l'impression que tout ce qui pouvait avoir d'odieux, c'était tout à fait volontaire de sa part d'en mettre une couche pour voir. Mais du coup, je m'identifie assez facilement à lui parce que j'ai l'impression que tout est contrôlé de sa part. Mais bon, je ne sais pas si c'est moi ou s'il y a des indices que j'ai pas vus qui montrent qu'il est effectivement partagé là-dessus. Et le deuxième point, c'est celui de la fin. Bon, j'ai vu le film qu'une fois, mais enfin cette fois-ci, ce soir. Mais il m'a semblé au niveau du montage qu'il est étendu sur son lit avant la première des deux fins, que la première des deux fins s'insère là-dedans et qu'on le revoit après dans la même position, ce qui pourrait laisser penser que c'était plutôt un rêve ou un flash-forward. Et en plus, il y a 2-3 indices quand même qui sont pas très raccords. Il y a du champagne, des petits fours de partout. C'est une espèce de fête qui n'a pas de préparation. Donc j'ai vraiment eu l'impression pour moi que c'était justement une fiction, un rêve de sa part, et que la seule fin de la réalité est celle qu'on voit en deuxième lieu et qui reste ouverte évidemment. Ouais. Mais je sais pas si c'est. Non, mais alors sur ce que vous dites, le début, oui, je suis tout à fait d'accord, hein, l'écart de lucidité, mais c'est ce que raconte le film d'ailleurs. Hein, c'est vraiment. Et à aucun moment on nous dit que c'est un crime passionnel. Je pense que d'ailleurs, parce que lui, il l'a mis plusieurs fois en scène avant, si c'était qu'à un moment donné, il va passer du fantasme au fond de la réalité, parce que d'ailleurs, sa maîtresse ne cesse aussi, elle, d'attendre ça. Hein. Mais cette séance de photos assez terrible où il remet en scène des crimes, hein, l'hôtesse de l'air, etc., etc. C'est quelque chose, on sent bien qu'il y avait un rapport même un peu morbide, enfantin déjà entre eux. Et lui, de passe, on pourrait dire, à la vitesse supérieure et va effectivement effectuer ce crime. Donc vous avez raison, c'est pas du tout un crime passionnel. C'est vraiment, oui, c'est une expérience, mais au sens où lui a envie de la tenter. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. D'où la lucidité, mais le personnage est quand même double, hein, parce que il est double parce que il est pris. D'où les quelques moments où il craque, si vous voulez, c'est qu'il est, à cause de sa fonction, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est qu'il est pris entre deux choses. D'un côté, il incarne la loi absolue. Bon. Donc, son truc toute la journée, c'est de chasser ceux qui contreviennent à la loi, que ce soit les pilleurs de banque, mais même sa loi à lui. Homosexuel, parce que pays judéo-chrétien, on est en Italie, quand même, à Rome. Enfin, on n'est pas... Bon. Donc, il incarne la loi. Donc, comme lui, ayant à un moment commis un crime, il devient son propre ennemi. Vous voyez ? Donc, l'homme qui incarne la loi, hein, va poursuivre le criminel qu'il est lui. Bon, très bien. D'où le fait, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a envie, hein, qu'on attrape, au fond, ce criminel. C'est tout à fait normal. Et en même temps, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a le personnage, hein, qui a envie de démontrer que la loi n'est pas juste. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Oui. Et donc, ce personnage-là, il n'a qu'une envie, c'est qu'on n'arrive pas à le prendre. Ce qui serait, dans l'expérience, le résultat extraordinaire. L'expérience montre que même moi, avec tous les indices, avec tout ce que j'ai fait, même de façon même grossière, évidente, au fond, j'aurais presque on va imaginer un film me montrant en train de tuer la femme, et ben on dirait que c'est pas moi en train de la tuer, quoi. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est qu'il amène la preuve ou la preuve de la réalité, au fond, n'éveille plus rien, n'allume plus aucune lampe. Et ça, ce personnage-là, lui, on peut dire qu'il a qu'une envie, c'est que le criminel en réchappe, parce que ça lui permettrait de montrer théoriquement ce qu'il veut montrer, à savoir l'impunité absolue. Quand je dis que le personnage est double, c'est pas une schizophrénie au sens où il est bipolaire. Non. C'est que c'est un personnage qui est animé. Enfin, c'est comme ça qu'on doit le voir nous en tant que spectateurs, par deux désirs, on pourrait dire, contradictoires. J'aime beaucoup le moment où la séquence avec l'anarchiste, elle est évidemment intéressante, puisque au début il le reçoit comment ? Il le reçoit comme l'homme qui est celui, en gros, qui attend qu'un crime soit puni. Hein, donc il est comme le chef de la loi, il est au fond de la pièce, l'autre arrive, il commence à sortir sa tirade comme à chaque fois. Et puis à un moment, l'autre ne répond pas, n'est pas humilié comme le sont tous les autres, hein, et ce qui évidemment déstabilise Jama à volonté. Et à ce moment-là, il doit me reconnaître, il se met à pleurer. Pourquoi ? Et là, mais entre-temps, on a changé de personnage. D'un seul coup, c'est celui qui voulait montrer qu'il y avait une impunité absolue, qui perd, parce que je te dis, finalement, si tu le dis pas toi, qui est le seul témoin, eh ben, je vais réussir mon expérience, quoi. Donc là, c'est l'homme de la loi qui parle. Vous voyez, c'est ça que... Oui, et le film est toujours dans cette espèce de... Mais vous avez raison, c'est pas du tout un crime passionnel, c'est une expérience, d'où le côté, je dirais comique, en tout cas presque du côté de la farce.
Par moment. C'est que quand je parlais de comédie italienne tout à l'heure, c'était dans ce sens-là, dans le sens extrêmement cruel. C'est un peu, vous savez, Elio Petri, il a failli réaliser Les Monstres. Alors c'est intéressant, mais finalement il a fait un autre film à ce moment-là, il y a eu des échanges, etc. Mais Elio Petri a failli réaliser Les Monstres. Ce que je veux dire, c'est que Giacomo à volonté pourrait être, imaginez un segment de 10-15 minutes, un personnage des monstres de cette comédie italienne-là. Il y a aussi Cruel. Vous savez, je pense c'est dans les Nouveaux Monstres, lorsque Ugo Tonazzi regarde avec sa femme, je ne sais pas si vous vous souvenez de... Voilà, exactement. Séquence de l'exécution, de gens, de partisans qui sont exécutés contre un mur. Ouais. Je termine juste après. Et donc voilà, exécution. Et donc on les voit tous les deux, on se dit ils sont atterrés par la violence de cette exécution qui a lieu. Ils sortent de la salle et puis il y a la femme qui dit voilà, il faudra qu'on pense à changer notre papier peint. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce type d'humour, qui fait, on rit toujours jaune dans le cinéma italien, en fait, parce que c'est tellement juste sur ce qu'on est. C'est pour ça qu'on est dans les grands films italiens, de cette comédie italienne-là, normalement, on sort pas très à l'aise. Ou alors il y a un problème. Nous, on a un problème. Et je pense que Enquête sur un citoyen, et pour moi, est vraiment dans cette veine-là, si vous voulez. C'est un film qui agite les mêmes cordes que la comédie italienne, c'est-à-dire qui met en scène des monstres, mais au sens de la comédie italienne. C'est un des plus beaux monstres du cinéma italien, c'est lui. Mais comme le disait Norisi, les monstres, c'est nous. C'est ça qui, à mon avis, que je trouve très... Alors que chez Costa Gavras, je reprends cet exemple-là parce que ça me semble intéressant, le monstre, c'est toujours l'autre. Je veux dire, à aucun moment, on se dit, quand on regarde Z ou l'aveu, qu'on aurait pu faire comme le bourreau. Non. On est totalement du côté de la victime. C'est un autre rapport au monde, rien à voir. Chez les Italiens, qui sont toujours plus subtils, plus fins, plus honnêtes, on met en scène des monstres parce que les monstres, c'est nous. Et je pense que si on n'a pas, s'il n'y a pas un effet de reflet dans Enquête sur un citoyen, le film ne marche pas. Voilà. Mais non, c'est vrai, j'avais pas très bien perçu le côté recherche de l'impunité de sa part. Mais j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait comme une sorte de frustration, qu'il était privé de la liberté d'être coupable, en fait, puisque dans la première fin, il dit bon, je confesse être innocent, mais je le sentais vraiment. Mais c'est redoutable pour lui, oui. bien sûr. Mais il baisse les bras. Quand il fait ça, l'homme de loi a perdu. Voilà, oui, carrément. Parce qu'il y a une espèce d'amour pour lui d'une loi idéale pure, où il n'y a pas de corruption. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus vu cette part-là, mais je comprends ce que vous voulez dire. Oui, mais sinon, dernière chose, j'ai trouvé qu'il y avait presque un côté un peu comme dans Funny Games, où il y a un jeu avec la fiction et où on dit jusqu'où on va pouvoir aller. Et regarder finalement avec cette double fin, justement, qui peut être perçue comme une double fin réelle. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je comprends ce que vous voulez dire, mais en fait, je suis absolument pas d'accord. D'accord. Non, mais je veux dire, pour une raison toute bête, c'est que si vous voulez, pour moi, comparer Elio Petri ou Dino Rizzi, parce que c'est des gens assez proches, à Haneke, moralement, ils sont, à mon avis, à l'opposé les uns des autres. Je déteste Michael Haneke, littéralement, pour des raisons morales, éthiques, tout ce qu'on veut. J'ai l'impression d'être mis dans la peau d'un salaud quand je regarde les films d'Haneke, ça m'est extrêmement désagréable. Enfin bref, je ne vais pas en parler, on n'est pas là pour parler d'Haneke, mais non, je trouve ça, il y a chez Haneke la condamnation systématique des gens, et puis ensuite la tentative de faire adhérer le spectateur au bourreau qui va les condamner. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des trucs. Non, je peux pas. Moi, c'est pas possible. Éthiquement, c'est pas possible. Voilà, c'est Haneke. Donc, ça me fait beaucoup de mal pour Petri qu'il soit mis d'un seul coup dans le même bain que Haneke. Ou alors, j'ai jamais rien compris à Elio Petri, ni au cinéma italien, ni aux... Non, je respecte trop Elio Petri pour le mettre en rapport avec des gens comme Haneke ou Funny Games. C'est atroce. C'est clair, au moins. Ouais. En fait, j'ai l'impression, moi, que on va dire, le personnage que jouait Gian Maria Volonté, il faisait comme un test d'autorité. Et qu'il hésitait entre la façon de démontrer à la fin, c'est-à-dire en permettant au crime de ne pas être, au criminel de ne pas être puni, ou bien justement ça ne marche pas, c'est-à-dire que son autorité lui échappe et on lui refuse même d'être vu. Et selon moi, c'est ça l'ambiguïté du personnage, le paradoxe. Je suis d'accord. Mais il faut. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il faut, parce qu'il n'y a pas autant de films que ça qui travaillent ce type d'affect, quoi. Il faut qu'on arrive à penser
deux choses, vous voyez, pas forcément contradictoires, mais qui peuvent être différentes en même temps. Hein. Je pense que c'est ça qui est fort, à mon avis, avec Enquête sur un citoyen. C'est qu'on a beaucoup de mal à dire, bon, ce personnage, c'est ça. C'est-à-dire que tout est en permanence, vous voyez, double, quoi, si vous voulez. C'est ça qu'il faut en garder en tête. Non mais, vous avez raison de dire ça, parce que ce qui est intéressant dans ce film-là, ou comme dans les cinéastes qui ont, disons, une certaine valeur morale, voilà, c'est que tous les personnages qui rentrent dans le plan, et pourtant on est dans un film caricatural, bon, voilà, qui a un côté, c'est presque carnavalesque, quoi, par moment. Mais ils ont tous leur chance. Autrement dit, si on les regarde à hauteur de ce qu'ils sont, eh ben, on sera un peu tous comme le plombier, on refusera évidemment de reconnaître parce qu'on a peur de la pieuvre administrative, on ne sait pas dans quoi on met. Bon. On sera tous un peu comme le flic, avec celui qui a le regard pas hyper lumineux, mais qui est quand même celui qui comprend avant les autres que c'est peut-être effectivement Jama Volonté qui est le tueur. On sera peut-être comme celui qui veut plus ouvrir les dossiers à la fin. Enfin bref, chacun a sa chance, quoi, dans le film. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement Elio Petri ne filme jamais contre, c'est ça qui est intéressant, même des gens il fait un film très violemment contre l'idée du pouvoir, ses limites, mais par contre les gens qu'il incarne, il n'est jamais contre, il leur donne tous une chance, y compris Jama Volonté, qui au bout d'un moment, par moment, nous fait pitié, on a presque de la peine, et on essaie aussi presque de comprendre par moments ses motivations, vous voyez. D'ailleurs, ce qui me permet de vous répondre, vous voyez, la différence par rapport à Haneke qui filme toujours contre les personnages dont il a décidé que c'était des salauds. Je pense à Caché, par exemple, qui est un film atroce, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, comment la culpabilité dans Caché, en fait, précède le coupable. Et au bout d'un moment, Daniel Auteuil a tellement de culpabilité que forcément, c'est toi qui tombes et c'est toi qui vas l'être. Et après, il va mettre de l'an d'Algérie. Enfin, ouais, c'est abominable, Haneke. Enfin, moralement parlant, c'est pas possible, quoi. Et jamais vous aurez dans les films de Petri, mais on pourrait parler de Buñuel ou de gens comme ça. On ne filme jamais contre un personnage. Donc, on donne à tous les personnages une chance. Hein. Et c'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, chez Petri, il y a le désir finalement. Les personnages incarnent des choses de façon un peu abstraite, c'est vrai, le pouvoir, le lâche, etc., le chef, tout ce qu'on veut, c'est vrai, mais quand même, c'est-à-dire qu'ils ont tous cette part humaine au fond, à l'intérieur de laquelle nous, on peut se reconnaître. Et si on est honnête, on est un peu chacun de ces personnages-là. Hein, voilà, me semble-t-il. Alors après, chacun met le potentiomètre. C'est pas une sorte de psychanalyse collective. Hein. En gros, c'est ça. C'est que normalement, on est tous un peu. Oui, j'avais une question, s'il vous plaît. Oui. Pardon. Le journalisme n'est pas représenté dans ce film, ou très peu. Un petit peu, ouais. Et il modifiait quand même les rapports de force. Et je trouve que cet aspect-là était absent du film. Ouais. Parce que ça change tout dans le comportement, enfin dans le rapport de force du pouvoir, du journalisme et du citoyen. Oui, mais en fait, Elio Petri, il faut rappeler que Elio Petri, il a été à une époque critique de cinéma et qu'il a été lui-même journaliste avant de réaliser d'écrire des scénarios, de réaliser des courts-métrages et des films. Et il travaillait pour un journal qui s'appelait l'Unità. Et oui, c'est intéressant. C'est vrai, mais je pense qu'à mon avis, pour Elio Petri, à cette époque-là de l'histoire de l'Italie, il a lui un rapport aux journalistes, enfin au journalisme en général, qui est complètement distant. Pour lui, ça compte pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le journalisme n'écrit que ce que quelques organes du pouvoir veulent bien lâcher. D'ailleurs, c'est exactement ce que fait Jama Volonté, évidemment. Vous avez vu le look journaliste, on a l'impression qu'il sort de la Via Veneto, il est coiffé comme Michou de Soleil, il est complètement ridicule. Hein. Et je pense qu'il y a cette idée que mais faux ou vrai, pour Elio Petri, le journaliste en Italie, on n'est pas aux États-Unis. Hein. Je dis ça parce c'est pas le Washington Post, etc. En Italie, à ce moment-là, le journaliste n'a pas une influence comparable à celle qu'a évidemment la police ou l'Église fondamentale, ou les syndicats ou les partis politiques. Hein, donc je pense que voilà, c'est une façon de l'évacuer, de lui donner deux, trois miettes de surface. Et Bastador, il lui parle de quoi? Il lui parle de mari, fait monter le mari, la maîtresse, l'amant, les petites culottes. Vous avez vu le niveau des informations qu'il lui donne. Hein, on est vraiment toujours... voilà. Et vous avez aimé la musique de Morricone? Elle est formidable. Enfin, elle est très connue, cette musique de Morricone. Hein. Mais regardez si vous avez l'occasion, parce que Enquête sur un citoyen, c'est un film qui
qui fait partie de ce qu'on appellera plus tard, on peut dire la trilogie d'Elio Petri. La trilogie qui comporte ce film-là, La classe ouvrière va au paradis et La propriété c'est plus le vol. Il attaque trois choses, le pouvoir, la police dans ce film-là, le monde du travail dans la classe ouvrière, et dans La propriété c'est plus le vol, il attaque la question de la propriété du capitalisme. Et il fait un film extrême. Vous avez vu La propriété c'est plus le vol? Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Non? Ça raconte, je vais vous le dire quand même, parce qu'il est en salle en ce moment, si vous avez l'occasion, il faut y aller, c'est très très bon. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui travaille dans une banque. La banque est filmée comme une cathédrale, alors c'est assez beau. C'est très important chez Elio Petri, le décor. Il filme une banque comme la cathédrale, donc façon évidemment de montrer la dimension religieuse, on pourrait dire, des opérations financières et de l'argent. Et cet homme-là, il a une particularité, c'est qu'il est allergique à l'argent, mais littéralement. Il porte des gants, il se démange. Dès qu'il est en contact avec des billets, il passe son temps à se gratter. Et un jour, il va décider, parce qu'il en a assez, etc., il va décider de démissionner de son emploi dans cette petite banque pour devenir un voleur. Bon, et le film va opposer, on pourrait dire, d'un côté le monde de la banque et le monde des voleurs. Et il va décider, non seulement de devenir un voleur, mais de s'en prendre en particulier à un individu qu'il a croisé dans sa banque et qu'il trouve absolument atroce, vulgaire, etc., qui est une sorte de boucher millionnaire, arrogant, vulgaire, qui a un goût absolument atroce. Par exemple, son appartement, on dirait un péplum, quoi, avec le niveau du goût. Et ce personnage est joué par Ugo Tonazzi. Et ce voleur-là va harceler Ugo Tonazzi. Alors, ce qui est formidable, c'est que c'est une opposition entre un petit voleur qui va tenter évidemment de dérober de plus en plus de choses à cet homme Ugo Tonazzi qui considère que tout est de l'ordre du bien, à la fois sa maison, les autres, il a une maîtresse tout est pour lui, tout dans le monde, il n'y a que des biens à disposition. Il a ce rapport pour Elio Petri lié à la propriété, au capitalisme permanent. Bon. Et là où Elio Petri est assez fort, et ce qui montre bien combien c'est toujours un homme qui va un cran au-delà de ce qu'on imagine ou de ce que d'autres auraient fait, c'est que plutôt que de nous dire ce qu'aurait sans doute fait un cinéaste à la Costa Gavras, par exemple, oui mais les voleurs, on va les parer d'une espèce d'aura révolutionnaire, au fond, sont des super rebelles, c'est Robin des Bois, et puis contre les gentils, les méchants millionnaires, peu à peu il va nous montrer qu'au fond, voleurs et capitalistes sont les deux faces d'une même pièce, obsédés par le même principe de propriété. Et qu'au fond, l'un a besoin de l'autre pour exister. Évidemment, le film a été extrêmement attaqué, vous imaginez bien, à l'époque. Et c'est intéressant parce que ça, c'est typique d'Elio Petri. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à un problème, il le prend sous toutes ses coutures. Et il n'y a jamais, chez lui, d'approche idéologique. Vous voyez ? Il va jusqu'au bout, même si ce qu'on voit au bout, ça ne nous plaît pas. Ou même si au bout, il ne sait pas vraiment ce qu'il trouve. Mais un idéologue, au cinéma, c'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il va chercher. Et comme on sait déjà, on trouve. Vous voyez, il n'y a jamais ça chez Elio Petri. C'est que c'est quelqu'un qui s'attaque comme ça à des problèmes et puis qui les démonte. Et ce film, La propriété c'est plus le vol, c'est un film absolument passionnant, surtout sur la façon théorique dont Elio Petri aborde les différents problèmes, comme il l'aborde là. C'est cette idée qu'on commence au début avec deux choses qu'on oppose, deux termes qu'on oppose, pour se rendre compte au bout d'un moment que ces deux termes-là, ils sont intimement liés, voire indissociable, ça c'est un truc typique d'Elio Petri. Il le fait avec le pouvoir là, avec les deux personnalités du personnage, il le fait avec le voleur et le banquier dans le c'est plus le vol, et il le fait avec l'ouvrier et le patron dans La classe ouvrière au paradis. On se dit gentil ouvrier contre méchant patron, évidemment on se rend compte que c'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Et c'est intéressant parce que c'est des films qui ont 40 ans et qui nous donnent des leçons politiques dont on a l'impression qu'on vit encore nous au Moyen-Âge quand on allume la télévision. Vous voyez ce que je veux dire ? Je dis, mais moi je passe mon temps à dire ça aux gens, je dis mais regardez les films italiens des années 70, quoi. Ils ont tout dit. Et on a l'impression qu'on a complètement régressé. Vous allez voir le mois prochain Une vie difficile de Dino Risi. Mais comment est-ce qu'on peut encore faire certains films où on peut dire certaines choses sur la question de l'engagement, de la résistance, pas la résistance, la collaboration. Vous allez voir ça, qu'on a vu Une vie difficile. Les plus lucides ont été les Italiens. Et il me semble qu'il y a 40 ans, non seulement ils ont déjà tout dit, mais ils ont dit beaucoup plus, c'est qu'on est dans une phase extrêmement régressive, quoi. C'est ça que je trouve passionnant dans l'espèce de lucidité très, très dure, quoi, du cinéma italien. Et au fond, en termes de discours, le cinéma a évidemment globalement régressé.